Mon nom est Michel Belland. J'ai fait 35 ans de pourvoirie pour développer la pourvoirie aux Ozona. Par contre, mes débuts ont été opérations forestières, puis j'ai passé toute ma vie en forêt là, depuis ma naissance jusqu'à aujourd'hui. L'aventure du canot a commencé très jeune. En même temps, j'ai ouvert les yeux, je pense que je voulais construire des canots. Je suis le plus vieux d'une famille de 12 enfants. Puis la forêt a tout le temps été mon habitat. Mon père était contracteur forestier, puis je vivais avec les Indiens. Il y a beaucoup de gens de Manoine qui travaillaient comme employés pour mon père, comme sur les bateaux. Il y en a qui travaillaient sur la coupe du bois. J'avais dans ce temps-là 13-14 ans. J'allais conduire les Indiens au travail en foresterie. Puis là, dans le temps que je les attendais, je regardais tout jeune construire les canots, mais je n'avais jamais été impliqué comme tel. Mais plus vieux, j'allais les conduire avec les bateaux. J'allais cueillir des racines, mais en me faisant bien expliquer où étaient les racines puis quel type de racines. C'est de là que j'ai commencé après ça à trouver vraiment les boulots, à quelle période trouver les écorces. Puis toute l'histoire du canot, de la construction. Premièrement, la première chose quand on cherche une écorce pour construire un canot, c'est l'épaisseur de l'écorce. Plus l'arbre est gros, normalement, plus l'écorce va être épaisse, va être solide. Cette écorce-là, elle a 13 pieds actuellement. Elle est capable de faire un canot de 12 pieds. Trouver une écorce parfaite dans le bois, c'est beaucoup d'heures de recherche. Puis cette écorce-là avait de très bonne qualité pour faire un canot parce que son intérieur n'a pas de blessure, il n'y a pas de trou. Ce qui était le plus dur de construire un canot, c'est de trouver une belle écorce. De trouver une écorce qui est parfaite avec un boulot qui est parfait. J'ai souvent trouvé un boulot en forêt, puis pendant 4-5 ans de temps, je disais, là, je le laisse grossir, Il est là quand je vais vouloir faire un canot, à telle place, dans telle coulée, en haut de tel lac, il y a un boulot là, qui est de bonne dimension pour faire un canot. Mais là, c'est un boulot qui est parfait. Bâtir un canot, vous savez, ça prend un boulot bien particulier. L'écorce va être de la même épaisseur tout le tour. Parce que là, son écorce, pour qu'elle soit parfaite, il faut que les conditions soient parfaites, que ses branches soient parfaites, qu'il soit un bon secteur d'ensoleillement. C'est une espèce de lumière. Donc, le boulot, il va chercher la lumière, mais il faut qu'il pousse souvent dans une place qui est basse, qui soit aussi à l'abri du vent, à l'abri des... Tu sais, c'est beaucoup de petits détails. Il est rarement au bord de la route. Il y a souvent une place que tu peux vraiment penser de ta vie, mais après que tu pars avec l'écorce, tu te rappelles de toute l'histoire. J'ai tout le temps vécu avec les Indiens. J'ai appris à parler la langue, j'ai appris à vivre de la forêt, j'ai appris à trapper, j'ai appris à naviguer, à faire du canot. Moi, j'ai jamais fait de différence entre ma vie et leur vie. Ma femme me disait des fois en anecdote que je pense que tu es plus Indien que tous les Indiens que je connais. Fait on était des gens autonomes, on vivait dans la forêt, avec la forêt. Je me suis bien adapté à ces gens-là, j'ai toujours aimé ces gens-là. Puis encore aujourd'hui, régulièrement, ces gens-là viennent ici. On a encore quelques histoires à se raconter. S'ils ont besoin d'un petit morceau de bois pour fabriquer un petit canagan ou quelque article, je suis encore là aujourd'hui pour les dépanner, à leur fournir ce qu'ils ont besoin souvent de matériaux pour faire de l'artisanat. Je pense que j'ai embarqué dans un canot, moi, à 9-10 ans, déjà, je faisais du canot. J'ai chassé en canot, j'ai fait des compétitions de canot. Le canot a fait partie de toute ma vie. J'étais encore un maniaque de faire du canot. Si le matin, j'étais à mon chalet en forêt, j'étais à mon camp, bon, je vais aller faire une petite balade tranquille, chaud dans mon canot pour faire le tour du lac. Mais c'est le seul véhicule au monde que je peux approcher un orignal pour voir la couleur des yeux. Il n'y a pas rien qui est plus silencieux qu'un canot dans l'eau. Il n'y a pas rien de plus naturel qu'un canot d'écorce sur un plan d'eau. Je me déplace sur le plan d'eau, mais je vais aller voir les huards, je vais aller voir les canards. Je fais ça discrètement avec mon aviron, je vais m'approcher des animaux. Donc pour moi, le canot, c'est pas juste un moyen de transport. J'ai beaucoup de plaisir à faire du canot.
Un canot, ça se fait que rien, ça se fait qu'une écorce de bouleau, puis un couteau, that's it. Ce couteau croche-là a probablement 150 ans. Celui-là ici, c'est un couteau que j'ai fabriqué. Parce que chaque outil est personnel, selon la grosseur de ta main. Okay. Fait que moi, c'est un outil qui est fait à ma main pour être capable de... Un couteau croche, on travaille autour, puis c'est l'angle, puis la force d'être capable de tirer. C'est toujours avec le couteau que je vais faire ça. C'est à l'outil de tous les instants. Puis si je travaille le bois, à ce moment-là, ça va être d'une façon différente. Chaque morceau de bois était taillé toujours de cette façon-là, tu sais, là. Fait que c'est pas trop long que je peux me faire un manche de marteau. Toutes les pièces de cèdre qu'on voit ici, là, ces pièces-là sont toutes délignées à la main. Il n'y a pas d'équipement d'autre que la hache qu'il y a. Fait que vous voyez l'épaisseur de ces pièces-là. Ça, c'est les pièces de structure du canot. C'est toutes les pièces de charpente. En fin de compte, là, vous expliquez un peu un canot, la structure d'un canot, c'est comme l'intérieur d'un poisson couché sur le dos. Fait qu'on voit sa colonne vertébrale, puis ça, c'est toutes les arêtes. Fait que là, il n'y a pas d'histoire, c'est moi qui décide l'épaisseur qu'il va lui donner en tirant soit sur un bord ou sur l'autre. Souvent, on dit on n'apprend pas seulement qu'à l'école, mais moi, j'étais à cette école-là, en forêt, à aider à construire les canaux. Quand j'ai commencé à construire des canaux, il n'y a eu rien de spécial. Je n'avais rien à apprendre. J'avais tout appris comme ça dans ma jeunesse. Puis le dernier canot que j'ai construit, j'avais peut-être 60 ans, mais je n'avais pas de questions à poser à personne. C'est apparu comme souvent comme le petit gars qui a fait du vélo. On dit tu vas en faire toute ta vie du vélo. Ces pièces-là sont toutes embarqué, mais il n'y a aucune colle, il n'y a aucun clou. Dans un canot, c'est vraiment seulement les racines qui vont venir attacher toutes ces pièces-là. Préparer les racines, c'est tes ongles qui préparent la racine. C'est fait comme ça. C'est ça que ça va donner comme résultat. À partir de là, notre racine, on va la mettre dans l'eau, puis on va mettre du gras dans l'eau, soit du gras de castor, du gras de loutre. Ça va devenir demain matin, ça va être comme un élastique. Ça va avoir une espèce de petit spring. Fait que le truc pour pas qu'elle se casse, si elle est dans l'eau chaude, il va pouvoir la plier. Puis au moment où elle va sécher, elle va se resserrer, puis ça va venir solide. Ça va être la racine de cette grosseur-là. Fait que là, on peut les plier assez de court. Puis ça, quand on attache ça, là, ça semble lâche, mais le lendemain matin, tout s'est placé. Puis les techniques, c'est comme la couture. Il faut être capable de passer en dessous. Puis d'être capable de faire un nœud sans que ça paraisse. Les recettes, c'est de toujours être à la recherche de trouver la meilleure sorte de racine. Puis ça, il l'a appris, mais tout naturellement. Les enzymes de toujours, la meilleure sorte de racine, c'est des racines d'épinette noire. Une épinette noire de 100 ans va rester toute petite, mais sa racine est extrêmement solide. Les fibres sont plus longues. Toutes ces petites choses-là que j'ai apprises, je n'ai pas eu à me reposer la question. Souvent, mon grand-père me disait, Michel, les zinzins, ils ont fait des canaux peut-être bien 1000 ans avant moi. Puis s'ils n'ont pas changé de recette, Michel, change-la donc pas, essaie pas de la changer. J'ai gardé cette vision-là de dire, écoute, oui, tu as raison, parce qu'à quelques occasions, sans trop en parler, j'ai fait mes petits essais, mais pour réaliser qu'il y avait bien raison. Fait que là, aujourd'hui, j'ai rien à changer, absolument rien à changer dans ce que j'ai appris de fabriquer des canaux. Puis c'était aussi facile pour moi de faire un canot comme de ma mère fait du pain. Quand je mets les mains là-dedans, là, ça se fait carrément tout seul. Construire un canot, c'est de l'artisanat. Il n'y a pas vraiment de temps qui est prescrit là, dans ma tête. À moi, là, je ne marquais pas mon temps le soir. Avec tout mon orgueil, il fallait que je fasse le plus beau canot. Ça, c'est vraiment dans la tête d'un constructeur de canot, d'un artiste constructeur. Là. Moi, le petit détail, c'était tout la réussite. C'était tout ma fierté. Puis je me disais, là, je n'irai pas plus vite que le violon va respecter toutes les étapes. Mais mon canot, qui passe à l'inspection de tout le monde, ça va être un canot parfait.
C'est la patience. La réussite, c'est la patience, puis la paix, c'est la fierté. Il n'y a pas d'argent. Je n'ai jamais fait de ma vie un canot pour vendre, je n'aurais pas fait. Et tout fait ça par la fierté de léguer mon savoir. C'était ma fierté, c'est de construire des canots. De génération en génération, mon grand-père a fait le dernier canot, puis il l'a vendu. Mon père a fait le dernier canot, il ne l'a pas fini. Mais moi, j'ai fait le dernier canot, puis il n'y a pas personne qui ne l'achètera jamais parce que ça fait partie d'un peu du patrimoine, je me dis, du savoir de toute la famille. Ça va rester dans le patrimoine familial. Dans ma famille, il n'y a jamais eu personne qui ont eu même un intérêt de me regarder construire un canot. Je pense que le plaisir de la construction ou de la fierté de faire quelque chose, ça t'appartient personnellement. Tu ne peux pas le donner ou le transmettre à un autre. Les gens qui l'ont, ils l'apprennent en te regardant faire, ils courent après toi. Mais si de vouloir inculquer ça à des gens, d'aimer l'artisanat, ça prend tellement de patience. Moi, toutes les fois où les Indiens font ça, là, honnêtement, là, je me disais, maudit que ça va pas vite. Ça prend donc bien du temps. Pour moi, le bonhomme, il va mourir, il va manquer de patience, mais jamais de ma vie, je vais voir ce canot-là. Finalement, un de ces matins, je voyais passer mon Indien avec son canot, la tabarnak. Il en est venu à bout. Chaque type de canot appartenait à une famille. Je n'ai jamais vu copier une famille parce que c'est vraiment là, ta marque de commerce. Ça, c'était vraiment le plus vieux fabricant de canots qu'on peut connaître, c'est vraiment la famille Newachish, c'est César Newachish. Dans toutes les réserves des spécialistes, la famille Kukuchi et la famille Newachish, c'était des maîtres canotiers, des gars qui fabriquaient des canots, mais toujours la même recette. Puis c'est les femmes qui faisaient les dessins. Ça veut dire que ce dessin-là qu'on voit ici, c'est pas peinturé. C'est les femmes qui faisaient souvent la couture, les hommes faisaient la charpente, puis les femmes, en grattant l'écorce, ils venaient faire les dessins qu'on voit dessus. Moi, honnêtement, là, je me dis, écoute, tout a tellement évolué. Tu sais, on est rendu au fibre de carbone. Fait que quand tu regardes un canot d'écorce, toutes les précautions que tu as à l'entreposage, les précautions que tu as à l'utiliser, c'est tout de même quelque chose de fragile. Il ne faut pas se faire croire qu'on saute les rapides avec ça sans histoire. Là. Et au pied du rapide, des fois, il faut que tu sortes ta racine pour continuer à recoudre. Là. Il faut que tu sortes ton paquet de gomme de sapin pour réparer une blessure. Mais tu sais, aujourd'hui, il n'y a pas d'intérêt pour les gens d'utiliser un canot d'écorce. Je vais dire aujourd'hui, à part de le regarder, là, je ne verrai pas l'avenir de dire on devra continuer. Moi, je continue à alimenter des Autochtones, dont un de Wemontachi, que je lui prépare du bois pour faire des canots. Il en a fait un l'an passé, mais ça va être un des derniers de sa génération. Puis si je n'aurais pas eu préparé du bois puis d'avoir donné tout ce qu'il fallait pour faire le canot, lui, il a la technique, mais il n'a jamais pu trouver dans sa région immédiate là, de belles écorces puis de bois pour le fabriquer. Fait que ça, il faut aider les Autochtones pour des produits, mais dans ma famille, non. Je ne croirais pas qu'il y ait d'intérêt là, à apprendre à construire des canots. J'ai toujours été un forestier dans l'âme, depuis toujours. Là. Mes grands-parents, mes parents étaient des forestiers, des contracteurs forestiers. J'ai tout le temps sonné fort la cloche pour la déforestation. J'ai tout le temps été un planteur d'arbres, un gars qui aurait aimé partager toutes mes connaissances de la forêt, mais d'une forêt en faisant des coupes intelligentes, en faisant des interventions pour protéger l'environnement. On ne coupe pas du bois pour couper du bois. On coupe du bois comme si on jardinerait un jardin en respectant tous les gens qui sont là. T'sais, la déforestation autour des réserves indiennes était pour moi un dur coup. Les ancêtres me disaient souvent que c'était un peu du pillage forestier qu'il y a eu autour des réserves indiennes. Puis les gens n'avaient pas connaissance en ville, mais nous autres, comme forestiers, on a vu, vraiment, c'est l'environnement qui en a mangé le coup. La forêt, c'est renouvelable. Mais l'environnement, les lacs pollués, ça ne se renouvelle pas, ça. J'ai représenté des groupes au niveau de la forêt comme président de la Fédération des pourvoyeurs. J'ai tout le temps travaillé bien fort à vouloir respecter toutes ces normes-là environnementales pour être capable de garder une forêt en santé puis de respecter l'environnement parce que si tu n'as pas respecté la façon de faire les choses puis que les frayères sont polluées,
Ça se renouvelle pas de seul, ça. C'était des années avant que ça se renouvelle. Puis c'est ce qu'on vit dans les territoires ancestraux. Toutes les Autochtones que je rencontre, toutes les semaines, ils disent « Michel, te rappelles-tu, on allait chercher de l'eau dans le lac pour boire. Aujourd'hui, il faut faire venir de l'eau de la ville pour boire. » Je me rappelle, pendant des années, moi, j'étais là, dans ces endroits-là, puis on avait cette fierté-là de dire hey, « l'eau est tellement bonne sur ce lac-là. » Puis aujourd'hui, c'est plus le cas, mais on voit la pollution des sols, les ornières qui ont été faites par les gros équipements forestiers qui payent des tonnes, briser les fonds de terrain. Puis c'est toutes ces choses-là qui vont vraiment désoler des grandes opérations forestières. C'est le manque de respect là, pour l'environnement. Avec le canot, on a toujours l'avantage d'avoir une grande visibilité. On a toujours l'avantage de voir des animaux. Il y a toujours de la vie, il y a toujours de quoi qui bouge. Marcher en forêt, c'est sûr que pour beaucoup de gens, c'est un peu une insécurité de voyager en forêt. Ah, on va-tu rencontrer un ours? Mais pour monsieur tout le monde qui est en canot, on n'a pas cette discussion-là. On ne verra aucun animal près de nous autres. On va les voir, oui, pour les contempler, mais pas pour en avoir peur. On est en sécurité dans un canot. Je le vois comme ça, tu sais, c'est silencieux un canot, c'est reposant sur un canot, tu n'as pas d'effort à faire en canot. Tu peux aller à ton rythme selon les conditions, selon le vent. Mais en forêt, si tu marches, bien là, tu as à gravir des montagnes. Mais il n'y a pas de montagne en canot, c'est tout le temps le chemin plat. Avec un canot, c'est incroyable la distance qu'on peut faire dans 10-12 heures. Moi, j'ai fait des grands périples, j'aurais jamais pu faire ça à pied. Dans les années 64, 65, 66, mais je partais sur des longs périples, des périples d'une semaine. Je partais avec mon canot, puis je couchais dans mon canot. Mais je partais sur des runs de 25-30 km, faire le tour des lacs, en pleine forêt, à pêcher, à attraper, mais surtout à découvrir. J'aimais toujours aller au lac que personne n'était jamais allé. La seule façon d'y aller, c'était à pied et avec mon canot. Tout ce que j'avais comme boussole, c'est mon pif. Mais je faisais ça, moi, tout naturellement, comme un petit gars en bicycle qui fait le tour du village. Il était grand, mon village. Fait que c'est ma vision du canot. Ma façon de voyager en forêt, ça a tout le temps été le canot. Oui, j'ai eu à me déplacer entre des lacs par terre, mais j'avais tellement hâte de retomber sur l'eau.